Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bonjour le public. Tous. Et à toutes. Bonjour, le public des Chichas de la Pensée. Alors bienvenue dans cet épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales, enregistré aujourd'hui depuis les magasins généraux à Pantin dans le cadre du festival des Chichas de la Pensée, créé par les écrivains Mehdi Mekla et Badruddin Saïd Abdallah en collaboration avec les ateliers Médicis. Si vous nous suivez, si vous nous écoutez, vous le savez peut-être, nous parlons dans Kiffe ta race sans complexe de blancs, de noirs, d'arabes, d'asiatiques, de musulmans, de juifs, tout ça sans complexe. Et aujourd'hui, c'est avec vous qu'on va parler de ça, on va parler de nous, à partir des témoignages qu'on a reçus en ligne et peut-être des témoignages que vous voudriez nous apporter là, en direct. Un espace bienveillant qui a pour but d'allier le plaisir de la fête retrouvée et l'urgence de la réflexion, c'est ainsi que se définit le festival des Chichas de la Pensée. Bon, on aime bien dans Kiffe ta race cette ambiance-là. Je crois que ça peut. Ouais, on est très contente de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir aussi. Hein. On en profite aujourd'hui pour partager l'ensemble des témoignages et analyses autour d'une notion qu'on appelle la charge raciale. Donc on a mis des guillemets autour de cette notion, donc la charge raciale. Et pour la définir déjà, pour commencer par un petit point théorique, on peut commencer par citer la professeure Maboula Soumaoro, qui donc sera là plus tard, qui consacre plusieurs lignes intitulées « Pour en finir avec la charge raciale » dans son ouvrage « Le triangle et l'hexagone », que je vous recommande chaudement. Elle dit « Car, en tant que personne défavorablement racialisée, il nous revient la tâche épuisante d'expliquer, de traduire, de rendre intelligibles les situations violentes, discriminantes ou racistes. Notre responsabilité est double, endurer, puis délicatement trouver un dénouement heureux aux agressions et injustices, petites ou grandes, subies. » L'expression charge raciale est inspirée de celle de charge mentale que l'on limite uniquement à la charge portée par les femmes dans les rapports notamment de couples hétérosexuels, dans la gestion du quotidien, du domestique, de l'intime. Or, nous considérons que la charge raciale est aussi une charge mentale, une charge cognitive qui s'inscrit dans toutes les variations de notre quotidien. Et nous allons le voir avec des exemples de témoignages que nous avons reçus de votre part par email. Nous vous en remercions d'ailleurs. N'hésitez pas non plus à apporter votre contribution pour les personnes qui sont aujourd'hui dans le public. Un micro circulera dans le respect évidemment des conditions sanitaires. Alors dans Kiffe ta race, nous avons un petit rituel, c'est qu'en fait on demande aux personnes qu'on invite de se situer sur le plan racial si elles le souhaitent. Donc par exemple Rokhaya est noire, moi je suis asiatique. Comme aujourd'hui c'est vous nos invités, si vous prenez la parole, on vous invite aussi à le faire et à nous expliquer comment vous vous situez. Alors, on a pas mal de témoignages sur la question de la charge raciale, d'abord dans le domaine du travail, parce que c'est quelque chose de très concret, le travail, on va au bureau, on est avec les collègues, on est à la machine à café, donc il y a des situations qui sont assez flagrantes. Alors, je vais vous raconter une histoire personnelle, déjà pour commencer, pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, moi, il m'est arrivé un truc, il n'y a pas très longtemps, où je suis invitée pour une émission, déjà à la tête de Rokhaya, parce que je vais déjà raconter, bon, voilà, pour me... Et donc, je suis invitée à une émission de radio, une radio très, très connue, et c'est enregistré. Donc, j'arrive, et la journaliste me dit « Ah, c'est super de te revoir !» Et en fait, donc là, je suis dans le mode « Oh, mais je l'ai déjà vu alors, en fait !» Donc, je cherche dans ma tête où, à quel moment j'ai pu voir cette personne. Bon, finalement, ça passe, je me retrouve en studio, et là, elle prend le micro et elle dit « Alors, quand on s'est rencontrés sur le plateau de télévision, blablabla ?» Et là, je me sens vraiment pas très bien, parce que je me dis « Oh là là si elle me demande ce que j'ai dit à ce moment-là, je vais pas m'en souvenir parce que pourtant j'ai une assez bonne mémoire et je m'en veux en fait de pas avoir fait mon taf, de me rappeler qui c'était, etc. En fait, je sors de l'émission, tout s'est bien passé, je monte dans le métro et là je tape quand même dans mon moteur de recherche émission blablabla. Et là je vois qu'en fait c'était pas du tout moi. Elle m'a prise pour une autre femme asiatique. Et donc là, l'émission est enregistrée, donc elle se met quand même grave la honte, en se disant, comme les gens aussi ont Google, quoi. Et donc, je lui envoie un petit message gentil, je lui dis « Excuse-moi de te déranger !» Je lui dis, en fait, je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés, et donc la partie où tu dis que on s'est vu à tel endroit, il va falloir que tu fasses un petit montage.
Et ça illustre exactement ce que dit Maboula Soumaoro dans son livre, c'est-à-dire que non seulement c'est moi qui subis quelque chose, je me remets en cause, je me dis ah là là, mais quel nul, vraiment, je me souviens pas humainement, c'est vraiment dur en fait de se dire j'ai vu cette personne, j'ai partagé un moment avec elle et je me souviens pas d'elle. C'est terrible de me dire ça. En fait, elle aurait juste dû faire son taf avant que j'arrive. En fait, c'est à elle celle qui m'invite, c'est à elle de vérifier si effectivement ou pas m'a déjà rencontrée. Et c'est à moi de trouver un dénouement heureux dans le sens où je lui envoie un petit message en lui disant j'aurais pu la laisser dans sa honte, mais... Ouais, et puis t'aurais pu être en colère aussi, d'être confondue avec une personne qui n'était pas du tout toi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elle n'a pas été professionnelle, elle t'a confondue avec quelqu'un, elle t'a mise en difficulté. Et en fait, tu vas corriger sa faute, donc tu la protèges en fait d'une exposition qui aurait pu effectivement être humiliante, puisqu'elle a confondu deux femmes asiatiques qui n'avaient rien à voir, et qui n'ont vraiment rien à voir. Et en fait, c'est un peu ça, la charge raciale, c'est ce qu'on s'inflige, en fait, nous, personnes non blanches, de vouloir corriger les fautes de personnes blanches, en tout cas de ne pas vouloir les mettre dans une position difficile, alors que nous sommes victimes. Enfin, dans l'histoire, tu as été victime d'une assignation raciale, dans un contexte où, en plus, c'est pas évident, tu vas dans une émission, donc toi, tu essaies déjà professionnellement de présenter tes propos de la manière la plus claire possible, et tu dois en plus assumer cette charge de se dire, attends, j'ai déjà vu cette personne, mais je sais pas où, donc c'est sans doute moi qui ai tort, parce que si elle me reconnaît, c'est qu'elle a raison, et enfin, le monde à l'envers, quoi. Donc, effectivement, je pense que pas mal d'entre vous et pas mal d'entre nous se reconnaissent dans ce... toi, régulièrement? Moi, on me régulièrement, dans mes prises de position, quand je pense qu'elle est députée à l'Assemblée nationale. Non, je ne suis pas Danielle Obono. J'ai déjà eu quand je pense qu'elle est porte-parole du gouvernement. Non, je ne suis pas Siben Diaye. En fait, on a l'impression que... Dès qu'il y a 2 ou 3 femmes noires dans l'espace public, c'est compliqué. Il y a des gens qui bug, qui se disent oula, c'est elle ou c'est l'autre. C'est assez incroyable parce que vraiment, pour le coup, toutes les 3, on se ressemble pas du tout. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, je ne suis ni députée de la République, ni porte-parole de La République En Marche. Je suis Rokhaya Diallo. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça peut être pratique. On peut aussi imputer nos torts à d'autres personnes non blanches. Maintenant, je me dis que ça peut être pratique à certaines polémiques. On a reçu un témoignage d'une femme qui, elle, se présente comme une femme noire de 28 ans, qui est responsable juridique dans une entreprise. Et elle nous a raconté quelque chose d'assez choquant. Elle nous a dit que sur son lieu de travail, durant la période des attentats du 13 novembre en 2015, elle avait été perçue comme une intruse qui avait volé un badge alors qu'elle s'était trompée d'étage, donc dans l'endroit où elle travaille et où elle se rend quotidiennement. Elle dit, donc on la cite, 3 personnes ont alerté tout l'immeuble qu'une femme noire avait pénétré dans l'établissement, qu'elle détenait un badge et qu'il fallait prévenir la police. Cela a créé un tel mouvement de panique dans l'entreprise que tout le monde était alerté et donc la recherchait. Et je sais pas si je vous laisse imaginer, parce que ça doit être, si on l'a identifiée comme un danger, c'est qu'elle est sans doute la seule femme noire de son l'environnement quotidien de travail, et en fait elle s'est retrouvée dans une situation où non seulement, en plus de ce qu'elle doit quotidiennement subir en termes d'ajustement, et c'est souvent ce qui arrive quand on n'est pas blanc, on essaie de se faire petit, de se faire discret, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas trop déranger, et en fait là elle a incarné le dérangement ultime, puisque en fait elle a été perçue comme une potentielle terroriste, ce qui est très intéressant en fait, parce qu'en plus je pense que 100% des terroristes en fait sont des hommes, en tout cas en France, sur les derniers attentats. Donc ça dit beaucoup sur la manière dont on masculinise les corps féminins noirs, et que, même en tant que femme, en fait, on la considérait comme une potentielle terroriste, parce que tout d'un coup, dans cette configuration, son genre, en fait, n'avait plus de sens. Elle était juste un corps noir, un corps potentiellement dangereux et un corps masculin. Donc, Et elle explique dans son mail qu'ils sont venus la voir et elle a dû expliquer qu'elle travaillait dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu la décence de rechercher dans leurs fichiers qui étaient leurs salariés. Je veux dire, si vous avez un doute sur quelqu'un, c'est à vous de faire votre travail de RH ou je sais pas quel métier s'y colle dans une entreprise. Ça peut être la Sécu, mais c'est quand même à eux de vérifier avant de. Donc, et en fait, ils lui ont demandé de justifier pourquoi elle était là, alors que elle faisait juste son travail. Donc, Et ça, c'est vrai que ce genre de, le fait de se sentir intrus dans un endroit où on n'est pas considéré comme légitime, où il y a trop peu de gens qui nous ressemblent. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, notamment dans mes activités de journalisme. Moi, je me souviens les premières fois où j'ai chroniqué dans des émissions, on m'a pas laissé rentrer, en fait. Le vigile qui était à l'entrée m'a pas laissé entrer. Quand je lui ai expliqué, il m'a suivi jusqu'à l'accueil pour vérifier que je disais la vérité. Qu'est-ce que j'allais faire, en fait? C'était vraiment incroyable. Et en fait, je me souviens de la fois d'après, j'étais venue avec des lunettes, donc ça a fait effet Wonder Woman. Donc j'avais des lunettes, je n'étais plus la même personne. Ou Clark Kent, voilà, c'est ça, Clark Kent. Donc j'avais les lunettes, ce n'était plus moi, donc il m'a encore suivi. Je lui ai dit, mais c'était moi en fait, j'avais juste des lunettes. Et là, on comprend comment ça marche Superman. En fait,
Genre, il met des lunettes, c'est plus la même personne. Et du coup, ça, c'est terrible parce que vraiment, l'idée, en fait, de pas être reconnu et de pas être identifié ou de devoir dire qu'on est telle personne et parce que, en fait, on ne peut pas être la personne que les gens présument, c'est hyper lourd à porter. Ça fait partie aussi de la manière dont on va s'ajuster, peut-être bien s'habiller, peut-être bien se maquiller pour ne pas être considéré comme quelqu'un d'intrus, alors qu'en fait, d'autres vont pouvoir se rendre sur leur lieu de travail de manière tout à fait détendue, sans forcément s'appliquer en fait tous ces filtres de respectabilité pour pouvoir être reconnus pour ce qu'ils sont en fait. Alors la charge raciale, c'est pas toujours aussi lourd et voilà, dans le temps comme ce que dit cette femme dans un environnement après les attentats du 13 novembre. Il y a aussi quelque chose de très quotidien. Donc c'est le témoignage que nous a apporté une autre personne qui se définit comme une femme asiatique d'origine vietnamienne et qui donc a fait part de micro-agressions dans le contexte de son travail. Donc elle dit que à la cantine on lui dit qu'elle mange du riz tous les jours, voilà, et que on lui a expliqué que on l'a engagée parce que les asiatiques travaillent dur, hein, voilà. Et un racisme aussi plus violent, un collègue qui lui a dit « on aurait dû tous vous brûler pendant la guerre d'Indochine ». Donc des choses très très violentes dans le contexte du travail. Et donc ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a fait un burn-out l'année dernière. Elle ne sait pas si c'est en rapport ou non avec ses agressions, mais ça contribue grandement à ce sentiment voilà, de faiblesse, de ne pas se sentir bien. Et elle a développé une phobie du travail. Donc clairement, ça a un impact extrêmement conséquent sur nous, sur notre santé mentale, sur notre et puis sur notre performance au travail, c'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre nos compétences pour servir ce qu'on veut faire. Donc ça montre aussi à quel point on se sent seul lorsqu'on est face à ce genre de situation. Donc on ne peut pas en parler réellement à la RH. En tout cas, je ne sais pas si cette personne l'a fait, mais en tout cas, si elle ne l'a pas fait, elle ne s'est pas sentie en capacité de le faire, elle n'aurait pas trouvé d'écho, pas trouvé de soutien, peut-être pas à ses collègues non plus. Et ce qu'elle disait justement dans son mail par rapport à la RH, c'est que la plupart des gens qui constituaient en fait le département de ressources humaines étaient des personnes blanches et que certaines d'entre elles en fait participaient à ces blagues qui la harcelaient. Donc du coup, c'est vrai que quand on se dit que les personnes en fait ressources qui doivent pouvoir nous appuyer, nous orienter en cas de problème, en fait, sont des personnes qui participent à notre harcèlement, on se doute bien que si elle va rapporter ses collègues, en fait, elle va se retrouver face à des personnes qui vont, puisqu'elle participe à ces blagues, qui ne voient même pas le problème, parce qu'en fait, ils considèrent que c'est l'alimentation en fait classique du climat de travail quotidien en fait. Et sur cette question-là, d'ailleurs, on avait reçu Marie Da Silva, dans l'épisode numéro 15 de Kif Taras, qu'on vous invite vraiment à écouter, qui s'appelle « Comment survivre au taf ». Donc elle est coach en stratégie et elle accompagne notamment des femmes racisées dans leur stratégie pour quand elles font face à du harcèlement raciste ou sexiste ou raciste et sexiste. Dans le cadre de leur travail, en fait, ce sont des stratégies pour leur permettre de s'imposer ou pour obtenir un départ qui soit à leur avantage. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on parle peu, cette charge déjà de franchir la barrière des discriminations à l'embauche, parce qu'en fait, il suffit pas seulement de ne pas être discriminé à l'embauche, et après, ce dont il est question, c'est de vivre quotidiennement dans un environnement de travail potentiellement toxique, et en fait, de ne pas être perçu comme un fauteur ou une fauteuse de trouble, parce qu'on refuse l'assignation raciale, parce qu'on refuse les blagues, parce qu'on refuse les humiliations quotidiennes, et en même temps, de pouvoir faire carrière. Donc, souvent, ces deux injonctions sont contradictoires, et la personne qui nous a écrit, qui nous a dit qu'elle avait fait un burn-out, en fait, c'est une personne qui n'a pas d'interlocuteur, d'interlocutrice pour être comprise et en fait qui vit une souffrance au travail qui n'est pas identifiée en fait comme une souffrance parce qu'en fait les souffrances liées au racisme ne sont souvent pas prises en charge parce qu'en fait on ne les comprend pas. On est dans un environnement national en France où souvent ces souffrances-là ne sont pas du tout comprises. En fait on imagine ce que ça induit quotidiennement, enfin de se préparer, d'aller au travail le matin, les questions qu'on se pose pour ne pas avoir à faire face à ça. Et ça me fait penser que cette expression qu'on utilise régulièrement aujourd'hui, qui s'appelle le racisme ordinaire, elle est très problématique, hein, parce que à travers cette expression, ce qu'on veut dire, c'est que c'est fréquent. Ça arrive souvent. La traduction anglophone, c'est le racisme de tous les jours, everyday racism ou everyday sexism. Donc en fait, la question du mot ordinaire, ça nous fait penser que c'est si diffus qu'on ne peut pas faire grand-chose et en fait qu'on s'épuiserait à le combattre, alors qu'en réalité c'est exactement le contraire, hein. C'est ce racisme-là qui nous épuise, hein. Et que lorsqu'on est face à ce quotidiennement comme ces personnes qui témoignent, eh bien le fil en fait il devient de plus en plus fin, il s'étiole et ensuite à la fin on est épuisé. Et finalement, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est en luttant à ma manière contre ce racisme que je prends de l'énergie en me disant mais je veux pas du tout perdre ce qui m'anime, c'est-à-dire ma personnalité, qui je suis. J'ai pas envie de perdre ça parce que je dois continuellement faire face à ce genre de petites, on dit microagressions, donc piqûres, ou petites ou grosses, hein, d'ailleurs, hein, et de devoir les assimiler, puis les digérer et en refaire quelque chose de correct.
Oui, puis en plus, le cadre légal, justement, n'est pas adapté pour protester contre ce genre de microagression, parce qu'en réalité, quand on regarde ce qui fait l'objet de possibilités, en fait, de porter plainte, c'est l'injure, en fait, l'injure publique. Et en fait, les petites remarques ne sont pas considérées comme injurieuses. Vous pouvez pas aller porter plainte parce que votre collègue vous a fait une petite blague sur vos origines, vous avez dit, ah bah tiens, j'ai vu un documentaire sur tel pays, c'est ton pays, raconte-nous. Enfin, des choses comme ça, en fait, c'est pas du tout des choses contre lesquelles on peut protester. Et en même temps, ce sont les choses les plus communes. C'est rare, en fait, qu'on se fasse explicitement agresser physiquement pour des raisons racistes ou insulter publiquement pour des raisons racistes. En fait, ça arrive beaucoup plus rarement que tout ce qu'on peut vous dire, en fait, qui va vous rappeler vos origines ou réelles ou supposées, ou qui va vous assigner, qui va vous humilier, qui va vous conduire, en fait, à adopter tel ou tel type de comportement. Et en fait, c'est ça qui vous fragilise au quotidien et qui, finalement, crée un environnement raciste, mais contre lequel, en réalité, on n'a pas vraiment d'outils, ni légaux, ni même, sociaux, en fait, pour protester, pour vraiment s'armer et se protéger. Il y a un autre témoignage qui nous a été confié par un homme qui dit « Je viens du Nicaragua, petit pays en Amérique centrale, où la plupart des gens ont comme langue maternelle l'espagnol du Nicaragua, donc c'est son cas, dit-il. Lui, il se définit en disant « Je suis racisé ou typé latino, comme on lui dit souvent, homosexuel et cisgenre. » Et donc, il nous raconte dans le cadre du travail ce qui lui arrive, et la plupart du temps lié à son accent. Donc, une anecdote, il préside une réunion avec des collègues d'autres départements qu'il n'avait jamais rencontrés, et il commence la réunion, et tout de suite, il est coupé par une dame qui lui dit « Oh là là, votre accent, ça me fait sentir en vacances. » Donc vous imaginez, vous êtes en réunion, vous êtes hyper sérieux, tout d'un coup, en fait, on vous relègue à quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Et donc, il s'est senti obligé de faire un petit sourire, puis d'essayer de retrouver ses moyens pour prendre le fil de la réunion. Cet épisode lui a fait se poser beaucoup de questions du type, est-ce que ces gens me prennent au sérieux? Et ça, c'est une vraie question, parce qu'en fait, une petite anecdote, tout d'un coup, va vous faire dire, mais attends, si cette personne a osé formuler le fait qu'elle se sente en vacances quand elle m'entend parler, qu'est-ce que pensent tous les autres? Et tout d'un coup, on se dit, mais quand je parle, en fait, est-ce que les gens m'écoutent vraiment, ou est-ce que tout d'un coup, ils s'imaginent au loin, au bord de la plage, en fait? C'est horrible, en fait, et ça remet... Enfin, c'est fou, parce que elle dit un truc raciste, et c'est lui qui se retrouve à se remettre en question sur des années de travail. Et donc, lorsqu'il parle de cet épisode à sa manager, elle lui fait comprendre qu'il exagère. Elle lui dit, mais les gens le font pour être sympas, parce que la personne blanche lui a fait la remarque et perçue comme naïve, amicale et sans mauvaise intention. Loin du racisme d'actes haineux et de l'apartheid. Donc, en gros, faut pratiquer l'apartheid pour être considéré comme raciste. Enfin, je veux dire, c'est quand même super dur. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est dans la définition du racisme, en fait, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que l'intention, en fait, n'a rien à voir. Et ce que j'utilise souvent, moi, c'est ce qui existe dans le droit français. On peut être rendu coupable d'homicide involontaire. En fait, si vous avez tué quelqu'un sans faire exprès, vous l'avez quand même tué. Évidemment, le fait que ce soit involontaire atténue la peine que vous pouvez encourir, mais vous encourez quand même une peine parce que vous avez commis une faute. Et ben, quand vous formulez des propos racistes sans intention de nuire, vous avez formulé des propos racistes qui ont conduit à un dommage. En fait, vous avez commis une offense. Et ça, je trouve que c'est très très important parce que l'intentionnalité, pour moi, ne caractérise pas le fait que le propos soit ou non raciste. L'intention n'a rien à voir. Et les caractéristiques morales de la personne qui profère des propos racistes n'ont rien à voir parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de qualifier les gens en disant un tel est raciste, un tel n'est pas raciste. Ce qui est important, c'est de dire le propos est raciste et a occasionné tel ou tel type de conséquences ou le propos n'est pas raciste. Ce que la personne est, qu'elle soit gentille, qu'elle soit polie, qu'elle soit courtoise, en fait, ça n'a rien à voir. Et ça, vraiment, c'est des choses que les gens ont beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Oui, et puis cette anecdote sur l'accent chantant, comme on dit souvent, ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses. En France, on a un vrai souci avec les accents des gens. Là, on parle de vacances, mais ça peut être décrédibilisant, disqualifiant pour des personnes qui cherchent du travail. Donc, on sait très bien que les personnes changent leur accent quand elles cherchent un travail, si elles viennent d'une autre région qui est en dehors de Paris, parce que on leur a dit que c'était pas sérieux d'avoir un accent toulousain ou que ça faisait pas sérieux d'avoir un accent du Nord et que pour trouver du boulot, il fallait vraiment modifier qui on était à la base. Et bon, là, on parle en plus en dehors de l'Hexagone, il y a énormément de... Enfin, je veux dire, le français n'est pas parlé de la même manière ailleurs. C'est normal, c'est complètement normal. La plupart des gens qui parlent français dans le monde le parlent, en fait... déjà, ils sont africains, donc nécessairement, ils ne le parlent pas avec notre accent parisien, parce qu'en fait, on n'est que 10 millions de franciliens à avoir cet accent-là. Donc, c'est vrai que nous, on a un accent aussi qui est hyper marqué. En fait, quand on sort de la région parisienne, on se rend bien compte que des gens entendent l'endroit d'où on vient. Donc, ce qu'on appelle la glottophobie, en fait, qui est la déconsidération de certains accents, c'est quelque chose de très, très marquant et qui peut parfois, en plus, être associé à une assignation raciale, quoi. Et donc, du coup, vous pourrez en témoigner. Enfin, à la fin, on tendra le micro pour que vous puissiez nous faire part de vos expériences, mais ce sera l'occasion d'échanger là-dessus. Alors ensuite, on a eu une autre catégorie de témoignages qui porte sur le cadre amical et intime. Donc, il y a eu des conséquences du racisme dans notre quotidien en tant que personne
Et d'une manière générale, moi, quand je rencontre des nouvelles personnes, je suis hyper attentive à leur niveau de conscience au sexisme, au racisme et aux formes d'oppression. Parce qu'en fait, ça détermine comment moi je vais réagir en fonction de ces personnes-là. Ça détermine si je vais être sur mes gardes ou pas, à quel degré de protection je me prépare, en fait, face à ces personnes. Parce qu'en fait, des fois, ça me rend très en colère, ça me rend et je peux pas m'exposer en fait à ces personnes-là parce que peut-être que c'est des personnes qui sont importantes dans la vie de mes enfants, c'est peut-être des personnes qui sont dans les institutions, qui me jugent et qui peuvent, dont les jugements peuvent avoir des conséquences sur le dossier que je présente, sur des choses très importantes pour moi. Et donc, je suis en position de, je suis tendue quoi. Je suis hyper tendue. Et ça nous a fait penser, quand on a préparé cet épisode avec Rokhaya, à la liste des avantages qui sont liés à la blanchité, qui ont été donc listés par Peggy McIntosh, qui est une professeure états-unienne, en 1988. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ce qui est lié à la charge raciale, qu'on appelle la charge raciale, c'est l'inversion de ces avantages. Donc, ce sont des désavantages liés au fait de ne pas être blanc. Et donc, ce désavantage-là, il est le corollaire du numéro 21 dans sa liste. Elle dit « Au sortir de la plupart des réunions d'organisation auxquelles j'appartiens, je peux éprouver quelque peu le sentiment d'être isolé, pas à ma place, surpassé en nombre, non écouté, tenu à distance ou crainte. » Et moi, c'est exactement ce que je ressens, c'est que quand je vais dans un nouveau environnement, quelque part, je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là où je me sentirais une différence. Et donc, je suis activement en train d'essayer de me faire une place dans ce groupe-là, alors que... à la base, j'ai pas forcément besoin en fait de prouver quoi que ce soit, mais c'est quelque chose de très 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 intériorisé et malgré moi, je réagis comme cela. Bah moi, ça me rappelle un petit peu le fait de savoir en fait ce que les gens projettent sur nous tant qu'on n'a pas ouvert la bouche en fait. Je vois trop bien à quoi je suis associée. Ça me rappelle vraiment les premiers débats que je faisais où soit on me prenait pour la stagiaire ou une personne vraiment, d'importance moindre quoi. Et j'ai souvent observé un changement d'attitude en fait une fois que j'avais pris la parole. Et c'est hyper choquant en fait de voir comment les gens n'ont aucune considération sur nous tant qu'ils nous plaquent tous les clichés qu'on associe aux personnes jeunes, aux personnes noires, aux femmes, etc. comme des personnes qui sont inintelligentes, qui ne sont pas capables d'articuler un discours, qui n'ont pas d'arguments, qui sont présentes en fait que dans un registre de divertissement, et comment des gens peuvent changer d'attitude à partir du moment où elles ont identifié le fait qu'on puisse s'exprimer sur le même terrain, avec le même registre, le même vocabulaire, etc. Et en même temps, c'est hyper triste de dire qu'on a besoin de prouver, on n'est pas obligé de prouver qu'on est capable d'articuler un discours pour être digne d'intérêt en réalité. C'est-à-dire que notre humanité devrait nous rendre dignes de respect, d'estime et d'intérêt sans qu'on ait besoin en fait de surperformer pour qu'on nous regarde et qu'on nous considère comme une personne digne. Moi, c'est exactement ça, parce que comme j'ai intériorisé le cliché de la personne asiatique discrète qui fait pas de vagues, en fait, des fois, je vais à des endroits où je me dis, faut que je dise quelque chose. Ouais. Et vraiment, tout le temps de la réunion, je suis là en train je me dis, faut que c'est moi je dise un truc intelligent, s'il te plaît. Et vraiment, je me mets ça en tête et je suis épuisée par mon intention personnelle parce que, en fait, les gens, ils vont pas, je sais pas s'ils vont me juger, mais moi, j'ai l'impression je vais exister parce que, et je vais aller contre ce cliché-là, mais je vous parle de réunions, genre à la crèche où on parle de papier peint, ou de PQ, quoi. En fait, c'est pas du tout des trucs, je veux dire, je vais pas à l'Assemblée nationale, moi. Donc... Alors que moi, c'est le contraire. Si je parle trop, en fait, je vais paraître agressive et violente et dangereuse. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez calme et je me rends bien compte que ça m'a beaucoup servi, en fait. Je suis pas quelqu'un qui m'énerve facilement et donc c'est vrai que je prends facilement sur moi et c'est pas quelque chose que je joue dans la vie. J'ai un caractère quand même assez pondéré, je suis toujours d'humeur assez égale. Donc ça me sert beaucoup, en fait, dans le cadre de mes activités, dans le cadre des débats, etc. Et en fait, je me dis, mais heureusement pour moi que je suis pas une vénère. Parce que franchement, avec tout ce que j'entends, mais je pourrais me lever et crier en vérité. Et franchement, j'aurais même pas tort. Mais je vois très bien que si ça se produisait, si je m'énervais un jour et que je criais, que j'insultais les gens à raison, encore une fois, je vois très bien en fait ce qui se jouerait et comment non seulement ça me nuirait et comment en fait ça nuirait à toute ma catégorie raciale en fait. Et c'est ça la charge, c'est de se dire que on doit être exemplaire non pas seulement pour soi, mais pour tous les gens qui nous ressemblent, parce qu'en fait si on faute, si on faillit, en fait tous les gens derrière nous vont être considérés comme faillibles, comme nous. Et en fait c'est terrible parce que on a une espèce de devoir d'exemplarité et de représentation, même si on ne représente personne, qui est super lourd. Moi je sais que souvent il y a des gens qui m'interpellent dans la rue de manière hyper bienveillante et super gentille.
et qui me disent on est trop fiers de vous, vous nous représentez bien, c'est hyper gentil. En même temps je me dis je représente trop de gens, j'ai jamais été élue, et c'est terrible parce que je veux pas, enfin je suis hyper fière que des gens se reconnaissent dans ce que je dis, mais j'ai jamais été élue et c'est trop pour moi en fait, et c'est ça, et à toutes les échelles ça joue, c'est-à-dire que toi dans le cadre des activités scolaires de tes enfants, tu sais que toutes les mamans asiatiques qui seront passées à un moment ou à un autre, tu dis si je parle pas en fait on va dire ouais tous les asiatiques n'ont rien à dire, ils sont complètement timorés, ils sont complètement effacés, et je pense qu'à tous les niveaux en fait ça se joue et c'est vraiment terrible, quoi. Alors, on a plusieurs témoignages qui nous ont été envoyés. Alors, il y en a qui sont très lourds et d'autres plus drôles. On va commencer par les plus lourds, comme ça on pourra rigoler à la fin. Alors, il y a une femme qui se définit comme une femme noire et qui nous parle en fait de sa difficulté d'entretenir des relations avec des personnes blanches qui ont du mal à se mettre à la place des personnes racisées. Elle dit qu'elle se demande sans cesse si elle doit abandonner ses amitiés pour ce motif, parce que même si tu les aimes, tu n'es pas à l'aise avec leur manque d'intérêt à un combat qui te concerne de façon aussi intense. Et moi, des fois, je me dis, je les aime bien, mais vraiment souvent, je me dis ça. Mais c'est vrai, mais en plus des fois ça me fait très plaisir de les voir parce que je les aime pour d'autres choses évidemment, hein. Mais c'est pas pour leur conscience sur les sujets de société, mais souvent je me pose cette question de qu'est-ce que je m'autorise en fait ça peut pas être rédhibitoire, mais il y a un moment où t'as une ligne personnelle que tu dessines et que c'est vraiment compliqué de naviguer en fait tout le temps, de dire je les tolère en fait. Jusqu'à ce qu'ils... En fait, c'est difficile parce qu'il y a peut-être des fachos qui sont glissés dans le public, donc avant que nos propos ne soient déformés, et c'est pas une question de couleur de peau des gens, c'est qu'en fait, on sait que leur expérience et leur intérêt pour des questions qui nous sont super chères, en fait, leur désintérêt parfois peut être super douloureux. Et du coup, c'est compliqué en fait. C'est vraiment compliqué. Ça fait écho un peu au témoignage suivant d'une personne en fait qui, elle est une femme noire, bisexuelle et musulmane, qui parle en fait de la précaution qu'elle a de s'entourer de personnes concernées suffisamment informées sur le racisme pour se sentir en sécurité. Et elle dit elle joue le jeu de la neutralité dans le milieu scolaire ou dans le monde du travail, mais dans une relation intime, la charge raciale de devoir éduquer son ou sa partenaire sur le racisme est trop lourde pour qu'en fait elle s'y soumette, quoi. Et donc je vais la citer, elle dit: j'ai énormément de mal à me voir avec une personne blanche. J'ai toujours eu l'impression qu'être avec une personne blanche me causerait trop de souffrance et de fatigue mentale, non pas à cause d'une quelconque animosité pour ce groupe social, hein, on est d'accord, mais à cause, vous voyez, on est obligé quand même de donner des gages aux personnes, parce qu'on mesure, c'est ça en fait, la charge c'est de mesurer toutes les potentielles polémiques qu'une phrase isolée peut nous faire endurer, si elle sort de son contexte, que ce soit clair, mais à cause de l'innocence, non de l'ignorance dans laquelle elle pourrait potentiellement être face à mes propos problématiques et questionnements liés notamment à mon héritage colonial. Face à l'image potentielle qu'elle a du monde, donc cette personne blanche, elle pourrait se considérer comme citoyenne du monde qui ne voit pas les couleurs. Et j'ai du mal à imaginer devoir faire de la pédagogie, devoir sans cesse m'expliquer dans une relation qui, pour moi, est censée être un lieu pour se ressourcer. Et c'est vrai que quand on n'est pas blanc, en fait, la question raciale est tellement importante et tellement structurante de ce qu'on est, que si on est avec des gens dans notre intimité pour qui cette question, en fait, n'a pas d'importance, c'est hyper violent, c'est hyper douloureux. Et c'est vrai que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Ça peut nous interroger sur les choix qu'on peut faire de socialisation quotidienne, parce qu'on se dit, est-ce qu'on a envie d'être avec des gens qui vont considérer que ce qu'on vit n'existe pas, parce que pour eux ça n'existe pas en fait, et c'est pas de leur faute, c'est juste que le monde est structuré et les enferme dans une forme de privilège qui leur permet en fait d'avoir ce luxe d'ignorer complètement cette question, quoi. Et sur un ton plus léger, je voudrais citer une femme qui se définit comme une femme noire et qui dit: quand je loue un Airbnb avec mes amis qui sont noirs, même si les frais de ménage sont inclus en partant, je vais récurer l'appartement de fond en comble, car je refuse que quelqu'un puisse dire que les noirs sont sales. Moi, je fais ça aussi. Et en fait, le pire, c'est que non seulement je le fais, et j'en veux grave aux gens qui sont avec moi qui veulent pas le faire. Et on est en mode, on s'engueule en fin de voyage, parce que ils disent, mais on paye 80 €. Non, mais il faut qu'on parte, il faut que ce soit clean, sinon ils vont. Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression qu'un message sur mon profil Airbnb, eh bien, il peut vraiment m'empêcher de continuer à avoir accès à d'autres logements, etc. Alors que peut-être que c'est pas le cas pour d'autres personnes qui sont pas, qui représentent pas leur groupe racial. En fait, c'est ça. Ouais, parce qu'une personne blanche qui sera, si on la considère comme sale, on dit juste elle est sale en fait. Alors que si c'est pas une personne blanche, une personne arabe, asiatique ou noire, on dit ah bah oui,
c'est parce qu'ils sont noirs, c'est parce qu'ils sont asiatiques, c'est parce qu'ils sont arabes qu'ils sont sales. Et du coup, c'est vrai que c'est pas la même chose en fait. Il y a une question de genre aussi là dans ce truc-là, en disant tous les garçons sont sales, alors que non. Mais c'est vrai que d'une femme on accepte moins d'une femme qu'elle soit pas précautionneuse dans l'entretien de l'intérieur, quoi. Là, il faut que je fasse une petite pause et on se retrouve après ça. Donc de tout ce qu'on a dit là avant, donc on ressent qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'identité qui est en jeu, hein, et on a un témoignage qui touche directement à ça. C'est une femme qui se définit comme une femme française, allemande et marocaine. Donc elle a plusieurs origines, plusieurs nationalités peut-être même. Et elle dit que de par son prénom, qui est un prénom qui est perçu comme étant marocain, elle dit et son nom de famille aussi. Et son nom de famille aussi, ouais. Elle dit que les autres la réduisent uniquement à ses origines marocaines, si bien qu'elle-même se définit pratiquement que comme ça. Et elle dit « Je n'ai pas une apparence très marquée maghrébine, pourtant toute ma vie on m'a réduite à cette seule origine, sans doute à cause de mon prénom et mes cheveux frisés. Tout cela a beaucoup influencé la propre vision que j'avais de moi, vision où la part marocaine dominait les deux autres. Cela a en quelque sorte modifié mon sentiment d'appartenance. Je me sentais plus française avec des origines marocaines que française avec des origines françaises, allemandes et marocaines. Voilà, pourtant je suis fière de la complexité de mes racines et de la diversité culturelle qu'elles entraînent. » Il y a vraiment cette idée, quand on est en France, de faire des choix, est-ce que tu es plus française ou plus marocaine ou plus allemande? Et à force de te poser ces questions-là, comme s'il y avait que c'était irréconciliable en fait, comme s'il y avait des choix à faire, comme si il y a des choses en toi qui feraient que tu serais plus ça, alors qu'en fait, en réalité, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus... on peut même pas mettre le doigt dessus, en fait, de qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ci ou comme ça. Et puis après, c'est la manière dont les gens choisissent pour vous. C'est-à-dire qu'en fonction de votre apparence, en fait, les gens vont vous imposer une assignation qui, à force d'être répétée, va vous obliger, en fait, à vous positionner de la manière dont vous êtes perçu. Et en fait, c'est ça, la question raciale. C'est pas une réalité biologique ou objective, c'est la manière dont on est traité en fonction d'une apparence, d'un patronyme, qui va, effectivement, nous conduire à avoir certains désavantages et certaines assignations quotidiennes, quoi. Moi, c'est un peu le problème que j'ai avec l'expression français d'origine quelque chose. Français ou française d'origine quelque chose. C'est ce qu'on utilise couramment, en fait. Maintenant, on dit quelles sont tes origines. Et quand je me présente, les gens, des fois aussi, me demandent si je suis française d'origine quelque chose. Et le fait de mettre d'abord en avant cette nationalité qui est la mienne, et la seule que j'ai d'ailleurs, donc ça ne me dérange pas en tant que telle. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une hiérarchie, en fait, dans qui je suis? Moi, je suis française, chinoise, cambodgienne, de par ma famille. Et j'ai pas envie, en fait, de dire que je suis française d'abord. Il y a des moments où je suis française d'abord, hein. Quand je vois des plateaux de fromage, je pense que je suis française d'abord parce que j'ai un attrait certain. Bon, pas toi, mais bon, c'est pas... Clairement pas là-dessus. Je pense que je peux renoncer à mon identité française. Mais voilà, en fait, moi, c'est l'injonction qui m'est faite de me dire qu'il y a une importance, en fait, dans qui je suis et que je dois moi-même mettre des cases dans mon être. Je pense qu'on devrait être libre de ne pas avoir à se définir sur la question de la hiérarchie et que cette expression français aux origines, eh bien, on pourrait en trouver d'autres. Oui, puis en plus, on ne le dit jamais pour les personnes qui sont d'origine européenne. Donc voilà, enfin, on a eu un président d'origine hongroise, un premier ministre d'origine espagnole qui est devenu français à 18 ans et pourtant, son origine n'est pas systématiquement associé à ce qu'il dit. Donc voilà, donc on va continuer puisqu'on est sur la politique. On va parler de ce climat qui va s'ouvrir à nous, qui est un climat, voilà, je pense qu'on a tous compris de quoi on parle. Et justement, on va reprendre la liste de ces privilèges qui avaient été dressés par privilèges ou avantages par Peggy McIntosh. Et de l'inverse, les numéros 5 et 6 qu'elle avait édictés, elle disait « Lorsque j'allume la télévision ou que j'ouvre un journal, je m'y vois ». Donc nous, en fait, à l'inverse, on dit « Je ne m'y vois pas représenter en grand nombre des gens qui appartiennent à mon groupe racial ». Lorsqu'on me parle de notre patrimoine national ou de notre civilisation, on ne mentionne pas que ce sont aussi les gens ayant la couleur de peau, ma couleur de ma peau, la couleur de ma peau, qui en sont les artisans. Et nous aimerions vous faire écouter un extrait d'un documentaire qui était passé sur France Culture, le documentaire de Stéphane Mercurio, qui a été réalisé par Nathalie Battus, qu'on va vous faire écouter tout de suite. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on peut pas ne pas se sentir différent. À longueur de temps, on est Qu'est-ce que ça vous fait C'est quelque chose qui est fort parce que vous allumez la télé et paf,
il y a quelque chose qui vous touche obligatoirement. Et comment ça vous touche? C'est ça qui c'est m'intéresse très... en tant que psychiatre, parce que... Moi, ça me pèse beaucoup. Oui, je le sens bien. Je ne peux pas m'enlever, ou en tout cas m'extraire des médias, par exemple. Je m'énerve contre la télé. Je parle souvent aussi, comme si j'étais invité sur le plateau, en argumentant. Ça fait des nœuds dans l'estomac parce qu'on se sent encore rien, en fait. C'est ça la question, c'est la situation, enfin ma situation moi, en France, c'est que j'ai l'impression de me sentir rien. Comment se sentir dans une cité dans laquelle, à longueur de temps, on vous dit que vous n'appartenez pas à cette cité? Donc on vient d'entendre la voix d'un patient du docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, qui est psychiatre, qu'on avait reçu dans l'épisode numéro 65 de Kif Taras, qui s'appelait Discrimination, le no man's land psychologique. Nous, on pense que c'est important de rappeler de cette charge raciale en fait qui pèse sur nous à chaque période électorale, où en fait une partie de la population est désignée comme étant le bouc émissaire du reste de la partie de la population. Son identité est sans cesse questionnée. On peut le voir en ce moment que les propos d'un polémiste en fait donnent le là de l'intégralité du débat national et sont repris comme si les questions qu'il posait étaient sérieuses et étaient dignes de réponse. Et c'est une manière en fait de fragiliser systématiquement une partie de la population en fait qui devient à chaque élection la variable d'ajustement du corps national français. Et ça c'est extrêmement violent et c'est quelque chose dont on parle peu, mais qui finalement en fait nous met dans des conditions en fait de stress permanent, parce qu'en fait on sait que si on allume la télévision et qu'on regarde un débat, en fait on va être encore une fois questionné, agressé, violenté. Et ce qui caractérise le harcèlement en fait c'est la répétition. La répétition de propos en fait qui nous attaquent, qui nous injurient, qui nous insultent. Et en fait, le fait d'être sans cesse ciblé par des discours qui nous désignent comme étant en fait des options, quasiment des catégories optionnelles dans le corps national, c'est extrêmement brutal. Et on trouvait que c'était intéressant d'en parler parce que la période, on n'est même pas encore dans la campagne officielle, on est seulement en octobre. La période commence en janvier. Je pense que ça va être difficile et que ça va avoir des échos aussi dans le suivi psychologique d'un certain nombre de personnes. Et l'une des conséquences de tout ça, et c'est ce qu'on a ressenti quand on a reçu les témoignages, c'est une forme d'épuisement lié aux questions raciales. C'est-à-dire qu'en fait, on est fatigué. Là, j'ai le témoignage d'un homme qui se définit comme un homme blanc. Et il est en couple avec une femme qui est noire. Et il nous dit il dit, certains de mes amis ne comprennent pas non plus pourquoi je parle de ces sujets. Ça reste une niche, trop petit, comme si nous étions des illuminés. Et donc lui aussi, en tant qu'allié, il y a aussi une fatigue des personnes qui sont alliées ou complices en fait des questions antiracistes. Et je pense que c'est assez général le fait de se dire mais on va jamais y arriver. Ça me rappelle en fait une situation que je vais vous énoncer de manière un peu approximative de Toni Morrison, qui dit que la fonction du racisme, c'est de nous détourner de notre travail. Et en réalité, le fait de réagir systématiquement à chaque polémique, chacune d'entre elles étant plus stupide que l'autre, ça nous conduit en fait à introduire dans notre raisonnement des questions complètement ineptes, à produire un raisonnement pour essayer de les déconstruire, alors que lancer une idiotie, c'est très rapide, mais la déconstruire, ça prend beaucoup de place et beaucoup d'énergie. Et pendant qu'on passe le temps à reproduire ces propos, à les poster, à les relayer, à les déconstruire, à produire des études pour dire que c'est faux, en fait, on fait pas ce qu'on doit faire, c'est-à-dire notre travail, le temps qu'on passe avec notre famille, dormir, aller au ciné, faire des choses qui nous nourrissent en fait intellectuellement, mentalement. Et en fait, on s'épuise à répondre à des choses qui vont continuer en fait sans cesse, et à chaque fois on trouvera pire. Hier, c'était les propos d'un maire d'une ville du Sud sur les femmes nord-africaines qui ont indigné tout le monde, et en fait ça m'a saoulée. Je me suis dit mais pourquoi en fait ce qu'il dit tout d'un coup ça prend autant d'espace de notre espace à nous, alors que nous ce qu'on dit en fait ça prend aucun espace chez lui. Lui il lance sa bombe et en fait il rentre chez lui, il continue à être maire qui a été élu une deuxième fois, quoi. Et nous on ramasse là. Et nous c'est ça, pendant ce temps on ramasse, on y pense, on se sent injurié, c'est vraiment très très compliqué, et c'est difficile parce qu'en même temps il faut protester, il faut moi, je donne pas de recette en disant il faut rien dire, il faut ignorer. Mais j'ai l'impression que, en fait, à chaque fois, quelqu'un dit un truc énorme et tous, en fait, on mobilise toute notre énergie collectivement pour dire ça, au lieu d'être nous, maîtres et maîtresses de ce qui se dit, et d'imposer, en fait, nos propres problématiques, nos propres thématiques. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé le podcast, justement, pour ne pas répondre à la polémique, mais pour imposer nos propres thèmes. Alors, on remercie les personnes qui ont témoigné par email. Si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent apporter une contribution sur ce qui a été dit, je sais que j'ai vu plein de têtes sympas faire comme ça. Je trouve ça tellement rassurant. Grâce à hocher la tête pour les gens qui nous écoutent. Ouais.
Il y a un micro et il y a Naomi qui est là. Faites-lui un petit signe si vous voulez partager quelque chose. On va prendre plusieurs choses à la fois et puis on pourra les commenter ensemble. Bonjour, du coup je suis le premier à prendre la parole, donc ça me met un peu la pression. C'était juste pour témoigner aussi finalement sur cette notion de charge raciale que je trouve très importante parce qu'on n'en parle pas assez dans le milieu professionnel. Pour ma part, j'espère que je ne suis pas filmé, mais pour ma part, en fait, j'avais pris la décision de ne pas travailler dans le privé parce que je me disais que c'était trop compliqué d'affronter justement le racisme ordinaire dont on parlait tout à l'heure. Et donc moi, j'en étais venu à la solution qu'il fallait travailler dans le public, donc passer les concours de la fonction publique. Et au moins, on avait cette protection en fait de l'emploi et quoi qu'on dise, quoi qu'on réponde, en fait, on avait au moins cette sécurité. Et après avoir passé les concours, donc un très bon concours d'ailleurs, donc catégorie A de la fonction publique, je me retrouve à finir l'école, à être affecté sur un poste plutôt de catégorie B de la fonction publique, si vous voyez un peu la catégorisation. Et ce qui m'a expliqué, en fait, suite à ça, c'est tout un tas de choses assez incompréhensibles, en fait, finalement, mais en fait, l'idée de dire, bon, en fait, tu as passé le concours, tu as réussi comme tes collègues, donc tu as validé l'école, mais ce n'est toujours pas assez, en fait. Ce n'est toujours pas assez pour occuper le poste ou la fonction que tu vas avoir. Donc, et ça détermine dès le départ, en fait, le choix de carrière que tu vas faire et ton avenir, en fait. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais évoluer. Tu vois dès le début le plafond de verre, en fait. Et je ne sais pas, donc je ne veux pas être trop long parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais je trouve qu'en France, on a une façon assez ingénieuse d'éluder les questions raciales dans le monde professionnel, mais même de manière générale dans la société, où on aborde ça toujours sous l'angle de la question biologique, en disant que oui, mais il n'y a pas de raciste parce que le racisme, c'est une construction biologique, et pas sur l'aspect social. Et donc, du coup, comme on n'aborde pas de cette question, on ne se dit pas que c'est des rapports de domination, en fait, finalement, et que comme c'est une question sociale, on peut y répondre avec des solutions sociales. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre quelques autres. On applaudit, oui. Merci. Et vous n'êtes pas filmé, on vous rassure. Bonjour. Ça tombe bien, je voulais rebondir sur ce que vient de dire le jeune homme. Je ne sais pas s'il est jeune. Personnellement aussi, j'ai ce problème sur la culture du mérite en France, sur le fait que finalement, quand on arrive à un endroit, on va toujours questionner notre place, vraiment sur est-ce qu'on a travaillé suffisamment pour, est-ce qu'on ne fait pas partie de certains quotas, etc. etc. Pour ma part, j'ai travaillé en tant qu'avocate jusqu'à récemment, mais en fait, flemme, parce qu'au bout d'un moment, à force d'être confrontée à certaines problématiques qui sont clairement liées à ces problématiques raciales, je me suis amusée à faire un peu le jeu des chaises musicales en espérant trouver un espace safe à chaque fois dans une nouvelle entreprise. Ça ne marche pas, parce qu'il y aura toujours les mêmes constructions systémiques qui s'affichent. Et en fait, à bien y réfléchir, j'étais en train de me dire, mais en fait, ça, c'est un peu un long chemin de 10 ans qui a commencé depuis la scolarisation, on va pas se mentir. Mais quand j'étais jeune diplômée de l'école d'avocat, mon premier job, où en fait j'y suis arrivée en tant que femme noire étrangère, puisque non française à l'époque, avec la difficulté de ce qu'on appelle le changement de statut. Je rentrerai pas dedans, mais c'est quelque chose de très lourd quand on a des cartes de séjour. La personne qui était en fait ma supérieure hiérarchique, qui elle aussi est une personne racisée et visiblement racisée, c'est-à-dire au sens métis, les métis au sens français du terme, pas étranger, donc en gros blanc-noir. Cette personne, à un moment donné, s'est sentie obligée, vraiment obligée, de venir me voir pour m'expliquer que, à partir du moment où on n'était pas très nombreuses en tant que femme noire dans le service, il fallait pas que je lui fasse honte. Sauf que la phrase qu'elle m'a sortie, attention, c'est en plusieurs parties. La phrase qu'elle m'a sortie pour me calmer, pour être sûre que je n'allais pas faire de vagues, c'est tu es trop colorée, tu es trop bling-bling, tu auras réussi le jour où, comme moi, ici, on te prendra pour une femme blanche. Je ne suis pas blanche, elle n'est pas blanche. En gros, elle m'a dit, tu vas jamais réussir ici. Et quelque part, je suis en train de dire, elle a peut-être raison, parce que quelque part, j'ai pas envie de devoir écraser mon identité pour être tolérée et toujours être dans la gratitude de « Ah, t'as de la chance, parce qu'en fait, toi, t'es passé. » Voilà. Merci beaucoup. Donc bonjour. Non, moi, je voulais juste réagir avec une petite anecdote. En fait, il y a quelques années, vous étiez passé à La Courneuve au Cinéma Étoile pour présenter un de vos livres qui s'appelait Racisme mode d'emploi. Donc à cette occasion, j'avais pris le livre. Donc je l'avais lu. Et par la suite, quelques jours plus tard, j'ai participé à une réunion publique. Donc une réunion publique à caractère un peu politique. Et donc j'avais pris la parole sur un sujet.
à la fin de ma prise de parole, donc on était plusieurs à prendre la parole, mais lors de ces réunions-là, on n'est pas forcément beaucoup de jeunes de banlieue à y assister, donc j'étais le seul noir de cette réunion. Et à la fin de ma prise de parole, il y a une dame qui est venue me voir. Donc moi, je pensais qu'elle allait venir me voir sur le sujet que j'avais abordé, sur les questions auxquelles j'avais répondu, etc. Mais elle est venue me voir et elle m'a dit « C'est bien, jeune homme, tu parles bien ». Et je l'ai regardé comme ça, et je venais de lire votre livre, en fait. Et moi, contrairement à vous, j'étais vénère. Donc, je me suis dit... Je délègue cette tâche à d'autres. Voilà, j'ai lu le livre, il y avait plein d'anecdotes dans le livre, je sais pas, parce que ça remonte quand même. Ouais, c'est il y a 10 ans. J'étais énervé, je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, vous attendiez que je parle soninké ? Je l'ai regardé en mode, mais tu t'attendais à quoi en fait ? Et en fait, pour moi, c'est ça aussi la charge raciale, en fait, c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'on croit de nous ce que nous ne sommes pas, et en fait, on nous catégorise. Vous parlez de 10 millions, j'ai envie de dire, de franciliens avec un certain accent. Je ne sais pas ce qu'elle attendait, en fait. Et en fait, elle n'est pas venue poser la même question à toutes les autres personnes qui étaient présentes dans la salle, toutes les autres personnes, qu'elles soient politiques ou pas. Et en fait, elle est venue juste me voir moi. En fait, j'avais l'impression qu'ils étaient tous venus comme ça, et ils m'ont dit oui, en fait, tu parles bien. Et en fait, ça, je l'ai retrouvé à plusieurs moments et plusieurs réunions. Je ne sais pas si c'est le cas d'autres personnes ici, mais voilà, qu'on vienne vous voir juste parce que, en fait, on ne vient pas vous voir pour les propos que vous tenez, on ne vient pas vous voir pour votre intellect en toute humilité ou votre capacité à pouvoir répondre à telle ou telle problématique. Mais non, on vient vous voir parce que votre accent, parce que votre couleur de peau, en fait, il y a un truc qui ne va pas, en fait. C'est-à-dire qu'on vous met dans des cases. Et dernièrement, j'ai participé à une campagne électorale de manière citoyenne. Et à la fin, en fait, on avait réussi un petit truc avec des amis et tout. Et à la fin, j'ai reçu beaucoup de propos un peu choquants. Et en fait, je suis parti voir une amie qui travaille dans un ministère et je lui ai dit « Oui, mais je ne comprends pas pourquoi on me juge comme ça et comme ça. » Et là, en fait, elle m'a fait prendre conscience de quelque chose. En fait, je le savais déjà inconsciemment. Et elle m'a dit « En fait, vous, les Noirs, politiquement, en France, vous êtes considérés comme une masse homogène. » Et en fait, j'avais pas très bien compris son propos, donc je suis rentré chez moi, et j'étais encore vénère. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais arrêter de suivre Rokhaya, comme ça va être plus simple pour moi. Mais voilà, c'était juste ce que je voulais partager avec vous ce soir. Voilà. Merci. Merci vraiment de prendre le micro. Je pense que c'est quand même... Enfin, là, on est vraiment en bonne compagnie, j'ai l'impression, parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Je voulais juste revenir, avant de prendre 3 autres questions, sur ce qui a été dit. Je crois que là, on est vraiment dans des situations... Enfin, je sais pas si... Moi, j'ai l'impression de me reconnaître dans chacune des contributions qui ont été faites. C'est-à-dire que à la fois où on m'a fait des compliments racistes sur « tu parles très bien », mais vraiment, t'es hyper bien intégré. Voilà, ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qui... Au début, je me disais, oh là là, faudrait que tu l'acceptes et que tu tends l'autre jour. Enfin, je sais pas, il y avait un truc de, j'étais contente qu'on me remarque. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement raciste et que c'était toujours la même histoire. Donc là, c'est la même histoire. Ce que vous dites sur le fait qu'une autre personne qui est censée être mon allié, qui est censé, dans l'espace du travail où je me reconnais en son expérience, enfin je pourrais me reconnaître, en fait c'est elle qui me met à l'épreuve en fait et qui va questionner la question raciale et me demander de me conformer à des attendus qui seraient ceux de cette... c'est encore plus violent quand ça vient de quelqu'un dont on pense qu'elle pourrait nous aider, enfin qu'on est ensemble. Et c'est là aussi où quand on a baissé notre garde, parce qu'on se croit en sécurité dans un safe place, et bien finalement, c'est pas le cas, c'est même des fois pire. Et pour rebondir sur la question de monsieur, enfin le témoignage de... Ça vraiment, ça remet en cause le principe même d'un concours, hein. Puisque les concours, c'est ça, vous réussissez tel concours, vous allez directement à la case A. Enfin, ça défie le principe même sur lequel est basé ces examens et puis la fonction publique. Tu veux dire que la République ne serait pas parfaite ? Oh. Merci pour vos témoignages. Moi, je suis d'accord avec tout. Et c'est vrai que pour ajouter à ce que tu as dit sur le fait d'être complimenté sans cesse, en fait, ce que je trouve insupportable, c'est effectivement que les gens, en fait, anticipent ce qu'on va dire et donc viennent après nous féliciter. Mais c'est que vraiment, moi, c'est l'arrogance, en fait, d'une personne qui se croit dans une position où, en fait, sa validation, m'importe. C'est-à-dire, mais qui êtes-vous pour croire que le fait que vous trouvez que je parle bien ait une importance pour moi ? C'est-à-dire, c'est genre, voilà, je suis une personne blanche et vraiment bravo, petite noire, tu as bien parlé.
Et je trouve ça, mais je me dis, mais quelle arrogance. Et je trouve que l'arrogance, ça fait aussi partie de cette identification à la suprématie qui leur laisse croire, en fait, qu'ils peuvent nous distribuer des bons points ou nous regarder comme ça, nous observer comme des animaux de cirque qui sont capables, voilà, de manier la langue comme eux et parfois mieux qu'eux, en fait, en réalité. Donc, non, on ne cherche pas de validation. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis perçu comme asiatique, homme asiatique gay. Et en fait, cette question de charge raciale, moi, j'ai l'impression de la vivre dans plusieurs parties de ma vie, notamment intime, amoureuse, sociale, etc. Et justement, avec, notamment en tant qu'homme gay, asiatique, moi, j'ai été systématiquement rejeté pour ça. Maintenant, je suis en couple, donc c'est avec un homme blanc et c'est compliqué. Enfin, on a abordé tout à l'heure la question de comment l'autre le gère, etc. Et même dans ma vie sociale, en fait, ça m'arrive de me retrouver à dîner avec des amis proches et qu'une personne sorte comme ça. Moi, avec les hommes asiatiques, jamais. Voilà, on n'est plus sur Internet, etc. Donc voilà, c'est des choses que j'entends régulièrement. On parle de charge. Moi, j'aimerais vous demander, Grace et Rokhaya, mais comment on se décharge finalement ? Comment on fait pour toutes ces micro-agressions qu'on vit au quotidien ? Quelle est finalement la solution ? Est-ce que c'est de se retrancher ? Est-ce que c'est de n'être qu'avec des personnes sensibilisées à ces questions-là, voire des personnes du même groupe ? Enfin voilà, qu'est-ce que vous préconisez ? C'est une bonne question de fin. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Ouais, moi, je pense que pour moi, la réponse à cette charge raciale, elle est extrêmement personnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes envies à un moment donné. Et la question de toute façon, est-ce qu'on se retrancherait avec les miens ? Moi, même si je le voulais, je peux pas. Moi, je ne peux pas me retrouver avec des gens qui partagent ma condition féminine, raciale, socio-économique, parce que simplement, je suis face aux institutions de mon pays. Enfin, je vais à l'hôpital, je vais à l'école. Enfin, je veux dire, même si je voulais faire ce choix-là, je ne pourrais pas. Donc, c'est même pas qu'une question de volonté, en fait, quoi. Après, comment est-ce que je peux me comporter face ? Est-ce que je peux me retrancher à l'intérieur en me disant, voilà, je ne réponds pas ? Chacun vraiment est libre de faire comme il le sent et aussi et surtout libre de ne pas reprocher aux autres ceux qui ne le font pas. C'est-à-dire que les gens qui disent « Rokhaya Diallo, elle va TPMP, ça... Gardez vos commentaires pour vous, en fait. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait comme elle veut. Voilà, enfin, ça, c'est vraiment propre à chacun de lutter sur son terrain, de prédilection, là où on est fort, on se sent fort, et puis pour le reste, en tant que collectif, en fait, on avance. C'est pas que à toi, heureusement que c'est pas que à Jean-Baptiste de faire ça ou à chacun d'entre nous ici. On est une force commune. Oui, pour nous, une des solutions, ça a été de créer ce podcast, qui est un espace de parole, en fait, médiatique, qui nous permet vraiment d'aborder ces questions-là selon nos propres termes et nos propres priorités. Et c'est vrai que c'est une manière de reprendre la main sur un discours médiatique qui, en fait, nous impose des thématiques qu'on ne peut pas aborder sous cet angle-là. Moi, avant, j'avais créé une association qui s'appelait Les Indivisibles. On avait créé une cérémonie qui s'appelait les Yabon Awards, où, en fait, on décernait des trophées aux propos les plus racistes de l'année. Autant vous dire que si on s'y remettait, je pense que ce serait une cérémonie qui durerait une semaine. Mais en fait, c'était aussi une manière d'inverser le rapport de force en ridiculisant les gens qui tentent de nous humilier avec des propos infamants. Mais ça, c'est une solution qui me correspondait. C'est vrai qu'on peut pas forcément se retrancher parce que parfois, il y a des gens qui sont dans des familles où ils sont, eux, racisés, mais leurs parents ne sont pas racisés, sont blancs. Donc, est-ce qu'on va se couper de ses parents ? Pas nécessairement. Je pense qu'il y a ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, pour moi, c'est un peu thérapeutique aussi. C'est-à-dire, ça me fait du bien de dire des trucs et que tout le monde comprenne ce que je dis. Je vois plein de visages de gens qui hochent la tête et tout. Ça fait du bien, en réalité. Je pense qu'on peut faire ça aussi à nos échelles, avec nos amis, avec nos familles. Donc, créer des espaces de discussion. Ça peut avoir aussi des vertus, des espaces où effectivement, sans forcément directement aborder les questions de racisme, mais juste parler entre pairs, entre des gens qui se comprennent, ça on peut le faire en réalité. Et donc je pense que ça aussi c'est une solution de tout simplement pour se sentir apaisé. Et voilà, on peut pas le faire en permanence comme l'a dit Grace parce qu'on est dans un environnement qui nous impose en fait des relations en fait avec des groupes dominants et des assignations raciales de ce fait, mais je pense que vraiment on n'a pas de solution et que chacune doit effectivement s'organiser, essayer et puis je pense qu'aussi il faut savoir aussi se retrancher complètement, c'est-à-dire ne pas s'imposer forcément une réaction sur les réseaux sociaux, s'imposer en fait une posture sur tous les sujets. Je pense que ça c'est aussi important de se dire on n'est pas obligé de réagir sur tout. Moi je sais que des fois on me dit t'as rien dit là, je fais en fait tu me demandes pas comment je vais en fait, je veux dire je suis pas obligée de réagir tout le temps, peut-être que juste là j'ai envie de faire autre chose. Voilà, de se
dire que on va pas à telle manif, on va pas à tel endroit parce qu'en fait on a juste envie de se poser, d'aller au ciné, de manger une glace, enfin faire un truc cool et c'est pas grave en fait. Voilà, on n'a pas cette obligation de performer en fait l'antiracisme à chaque fois. Je pense que ça c'est important de se le dire aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, vous êtes très nombreux, ça fait trop plaisir. C'est la fin de ce numéro de Kif Taras, enregistré aujourd'hui depuis les magasins généraux à Pantin dans le cadre du festival Les Chats de la Pensée, créé par les écrivains Mehdi Mekla et Badroudine Saïd Abdallah en collaboration avec les ateliers Médicis. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes choqué ou au contraire si vous êtes tout à fait en accord avec ce que vous avez entendu. Vous pouvez nous écrire à kiftaras@binge.audio. Je vois qu'il y a des gens qui bougent dans le public, mais restez là, on va faire un selfie avec vous. Ne bougez pas. Écrivez-nous à Kiftaras ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant le @Kiftaras sur Twitter et sur Facebook ou le hashtag Kiftaras. Merci au public pour vos contributions. Merci à Mehdi et Badrou et les ateliers Médicis pour l'invitation. Merci aux magasins généraux. Et merci à Binge Audio. Kif Taras, c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Adèle Itel El Madani avec l'aide de Quentin Bresson. Merci à Naomi Titi pour la préparation et l'édition. On se retrouve très vite pour une plongée dans les questions raciales. Merci Grâce. Merci Rokhaya. Merci à vous.